Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Paul Audy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né en 1963 à Beyrouth, à 11 ans. Au début de la guerre civile, vous quittez le Liban, encore passablement cosmopolite, écrivez-vous, avec votre famille et vous arrivez en France. Nous sommes donc en 1975. Vous êtes issu d'une famille de banquiers. Votre père, Raymond, a dirigé la banque familiale Audy jusqu'en 2008. Vous aviez peut-être un avenir tout tracé dans la finance et pourtant, c'est le monde de la culture que vous choisissez. Ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en philosophie, vous êtes philosophe. Vous êtes aussi un auteur prolixe. Votre dernier ouvrage, Troublante identité, publié aux éditions Stock, vous y confrontez vos racines libanaises et ce que vous appelez votre francité d'élection. Alors pourquoi ce livre, Paul Audy? Pourquoi maintenant ce livre, Paul Audy? Ce livre est arrivé à un moment clé de ma vie où j'ai subi 3 deuils successifs. Alors je peux les énumérer si vous voulez. D'abord la mort de ma mère en 2020, puis la mort de mon père 1 an et demi plus tard, et puis entre-temps un sentiment très, très frappant, très saisissant de la mort d'un pays. Alors, ça fait 3 deuils d'un coup et je me suis dit qu'il était temps que je m'explique avec une histoire qui est une histoire passablement accidentée, mais qui peut dire des choses sur notre rapport à l'identité aujourd'hui. Alors justement, votre rapport à l'identité, peut-être qu'il faut remonter pour en parler à votre enfance libanaise, ce que vous appelez votre préhistoire, Paul Audy. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Écoutez, ce qu'il y a de plus troublant dans ma vie, peut-être une des choses les plus douloureuses et qui vous permet de prendre la mesure de ma névrose, c'est que lorsque je suis arrivé en France de manière définitive à l'âge de 11 ans, j'ai perdu tous mes souvenirs d'enfance, d'un coup. Une amnésie? Oui, c'est une amnésie extrêmement violente, une sorte de blackout complet sur tout ce qui pouvait me rattacher au pays que je venais de quitter. Ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme? Il y a eu un traumatisme parce que la violence de ce départ, la nécessité absolue de se réinscrire ailleurs, dans un autre lieu, dans une autre histoire, heureusement pas dans une autre langue, mais enfin tout de même partir pour ne plus revenir, avoir le sentiment très tôt que l'on ne reviendra plus là où l'on est né, c'est forcément extrêmement frappant et douloureux. Alors, vous avez connu ce que vous appelez un Liban cosmopolite. Ce Liban cosmopolite, il est mort avec la guerre civile de 75? Oui, il est mort avec la guerre civile. C'est un Liban qui était tout à fait particulier, une sorte de plaque tournante. La Suisse du Moyen-Orient, on disait à l'époque. Oui, enfin, c'est ce qu'on disait. Je n'ai jamais vraiment compris cette expression, sauf que la Suisse a connu une guerre civile qui a duré 100 ans. Donc, je pense que c'est à cela qu'on se réfère. Mais surtout, si vous voulez, c'était un lieu qui brassait énormément de monde venant d'un peu partout, avec une sorte de prédisposition inouïe pour la multiplicité des langues. Et ce pays était très accueillant. Alors quand on y arrivait, avant, on ne savait pas trop. Est-ce qu'on arrivait dans un pays occidental ou dans un pays oriental? Ce n'était pas très clair. Aujourd'hui, c'est clair. Ça l'est devenu. Ah oui, ça l'est devenu nettement. Mais je peux vous dire que sans doute dans les années 60 et peut-être au tout début des années 70, l'option d'arabité que le Liban a choisie n'était pas encore inscrite sur les murs, si vous voulez. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec l'Iran. Hein. On peut sans doute faire le parallèle. Je ne connais pas bien l'Iran, mais j'imagine que l'Iran du Shah avait quelque chose d'un peu moins islamique que ce qu'il a aujourd'hui. Alors, Troublante identité, c'est quoi? C'est un livre sur le Liban, sur ce que vous appelez votre préhistoire? Non, alors cette préhistoire n'est que le décor que je plante au début du livre, mais ce n'est pas du tout le sujet du livre. Je dirais plutôt que c'est un livre sur la France et sur ce que la France impose
à celui qui naturalise. La France naturalise, c'est un pays qui vous donne une autre nationalité. Vous avez été naturalisé français J'ai- un an après votre arrivée en France. Exactement. J'ai été naturalisé. Je crois que vous dites c'est un cadeau qu'on m'a donné. Mais oui, c'est un cadeau parce que d'une certaine manière, si vous voulez, c'était la clé pour que je puisse m'inscrire de manière définitive sur ce sol. Et j'en avais besoin, mais je n'ai pas demandé, évidemment. Ce sont mes parents et singulièrement ma mère qui l'a demandé pour nous. Et lorsque je le suis devenu, si vous voulez, et je le raconte dans le livre, ça a été comme la conclusion d'une histoire précoce, mais qui me prédisposait à devenir français. Donc, lorsque je le suis devenu, je n'ai pas eu le sentiment que je basculais dans une autre dimension. C'était juste la sanction de ce qui m'était arrivé depuis que j'étais né. Parce que vous vous rappelez tout ce que symbolisait la France pour vous, tout ce que symbolise la France pour vous, les auteurs, la culture et le Oui, reste. et ce n'est pas juste une affaire de symbolisation, c'est une affaire d'incarnation. D'abord à travers la langue, si vous voulez. La langue, c'est la première que j'ai parlé, la langue française, et c'est, je dirais, la seule que j'ai vraiment parlé. Et l'arabe? Alors l'arabe, je l'ai appris, je l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris en l'entendant dans les couloirs de la maison. Parce que je crois que vous étiez chez les jésuites. Mais bon, on Non. apprend. Ah non, j'étais au lycée français. Au lycée français, mais bon, on apprend aussi l'arabe. Oui, mais, Voilà. oui, mais l'arabe littéraire, on ne l'apprend qu'à partir de la 6e. Ah oui. Ouais. Et donc, comme je suis parti en fin de 6e, si vous voulez, je ne peux pas dire que je connais l'arabe littéraire, je ne le connais pas du tout. Je peux parler le dialectacle, mais très très mal. Voilà. Voilà. Et alors, vous écrivez, j'avais un rêve, j'ai un rêve, voir inscrit sur mes papiers, lieu de naissance, nulle part. Mais pourquoi cette obsession, quelque part, autour de votre francité, de l'identité française? Peut-être que derrière, il y a une souffrance, il y a un traumatisme. Non, c'est que, si vous voulez, tout mon problème, c'est d'être ramené à une identité que vous n'estimez pas être tout à fait la vôtre. Je suis né libanais, je suis devenu français assez jeune pour, en quelque sorte, vouloir espérer l'être totalement. Or, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on me ramenait à mes origines, on me déniait le droit de l'être totalement. Et c'est quelque chose d'absolument insupportable. Parce qu'on pourrait peut-être parler de ce que j'appelle dans le livre le syndrome du naturalisé. C'est un syndrome un peu particulier. C'est-à-dire? Parce que, si vous voulez, il y a une sorte de devoir de loyauté qui se produit à ce moment-là, quand on devient français. Et cette loyauté prend des proportions énormes chez certains, puisque ils estiment être les récipiendaires d'une sorte de vérité française. Et donc, ils doivent l'incarner totalement. Et donc, ils cherchent à être, comme je dis, plus français que les Français. Et alors justement, plus français que les Français. Beaucoup de naturalisés qui vous diront ce que c'est que la France beaucoup mieux que les Français. Justement, c'est ce qui vous a conduit à vouloir, comme Romain Gary, être plus français que les Français. Et vous d'ailleurs, vous citez Romain Gary à de nombreuses reprises, aussi bien le personnage que ses livres. Romain Gary, vous vous rappelez qu'il a été naturalisé français à 14 ans. Non. Il a été naturalisé à 21 ans. 7 ans après son... en France à 14 ans. 7 ans après son arrivée, excusez-moi. 7 ans après son arrivée en France à 14 ans. Et vous, 12 ans, un an après votre arrivée. Et il voulait, et sa mère voulait aussi qu'il soit plus français que les Français. Enfin, c'est-à-dire que sa mère lui avait dit, alors qu'ils étaient encore en Pologne, elle lui avait dit, un jour, tu seras ambassadeur de France. Et donc, que ça voulait bien dire qu'un jour, il sera français, mais qu'il incarnera surtout la France. La France. Et donc, vous, c'est pareil, vous êtes quelque part un nouveau Romain Gary. Enfin, nouveau Romain Gary, non. Ma quelque seule... part. Non, écoutez, vous êtes écrivain, vous êtes philosophe. J'ai une grande fierté, c'est que je me suis beaucoup occupé de Romain Gary dans ma vie. J'ai écrit Vous avez écrit des livres lui, mais surtout, je l'ai traduit dans sa propre langue, puisqu'il écrivait certains textes en anglais, et je les ai traduits en français.
retrouvant justement la phrase française qui lui traversait l'esprit au moment où lui-même la traduisait en anglais. Mhm. Et ça, c'est un jeu que j'ai aimé faire, et je dois vous dire que j'en suis assez fier. Alors, qu'est-ce que dans votre adolescence n'a pas collé après que vous ayez été naturalisé français? Qu'est-ce qui n'allait pas? Ce qui n'allait pas, c'était que c'est ce regard, si vous voulez, des autres et le jugement des autres qui vous ramène constamment à quelque chose dont vous ne voulez plus entendre parler. Et cette assignation à une origine, à des racines, à une culture que je n'estimais pas tout à fait la mienne, parce que je ne la connaissais pas et que je ne la comprenais pas, est quelque chose qui m'a été très vite douloureux. Et j'ai essayé de mentir, de tricher, de ne pas avouer que j'étais né dans un autre pays, que j'avais des parents qui avaient une autre nationalité que la mienne. J'ai essayé de me maquiller, quoi, et d'essayer de paraître comme un Français absolument inattaquable, irréprochable, sans tache sur lui. Parce que, en fait, il n'y avait pas de tâche, mais j'avais le sentiment que l'on me reprochait quelque chose quand on me ramenait à ces racines-là. Alors, justement, alors qu'en est-il de la francité en général et de la vôtre en particulier? Écoutez, la francité en général, c'est un sujet immense. J'ai essayé de le traiter à travers un schème dans ce livre. C'est l'idée de liberté. Mhm. Je crois que l'idée de liberté, qui est au fronton des bâtiments de la République, est une des dimensions, sinon la dimension première, qui singularise ou caractérise l'esprit français. Et vous, L'esprit français est un esprit qui se veut libre et qui ne veut qu'on lui dicte son attitude à partir de nulle part et par personne. et d'ailleurs, vous citez Sartre par rapport à la liberté. Vous dites que vous êtes animé par une passion maniaque pour la liberté. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, c'est une expression que je reprends de lui. Et je dirais que c'est pour moi la valeur des valeurs, si vous voulez. C'est-à-dire celle à partir de laquelle on peut juger des autres valeurs. Est-ce que la liberté est présente? Est-ce qu'elle est favorisée? Ou bien au contraire, est-ce qu'elle est combattue? Et même, est-ce qu'elle est tuée? Alors là, si vous voulez, vivre avec cette boussole m'aura évidemment aidé dans la vie, puisque j'ai une sorte de répulsion immédiate pour toutes les autorités purement autoritaires, si vous voulez, mais en même temps, je crois qu'elle m'a aidé aussi à comprendre la littérature française qui est animée par une sorte de pulsion de liberté très forte. Mhm. Ça m'a aidé aussi à comprendre sa culture, mais ça m'a aussi appris à vivre dans mon pays de telle façon à ce que je puisse euh, représenter ce qu'il y a de mieux dans son esprit. On va parler de la littérature française, des auteurs dont vous parlez dans ce livre. Une précision, un retour en arrière par Ouais. rapport à ce que vous disiez il y a quelques minutes. Vous dites, ce sont les autres qui vous rappelaient que vous étiez libanais, ce qui vous a conduit à vous sentir ni d'ici, ni de là-bas. Oui, Hein? c'est vrai, c'est vrai. C'est un sentiment pénible dans un premier temps, mais aujourd'hui, je dois vous dire que c'est peut-être ce qui correspond le mieux à cette liberté dont on parlait là, Mhm. Et alors, de ne pas être ancré. de ne pas être ancré, vous éprouvez peut-être toujours une certaine difficulté à définir votre identité, Paul Audy. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une sorte d'auto-analyse? Ben, Parce que ce écoutez, livre, c'est une sorte d'auto-analyse. ça l'est. D'abord parce que sur le plan philosophique, je suis parti du principe que tout ce qu'on dira de vous en termes d'identité sera plus petit que ce que vous êtes. Mhm. Vous êtes toujours plus grand que l'étiquette qu'on va mettre sur votre dos. On va mettre une étiquette, vous êtes philosophe, vous êtes français,
vous avez la couleur blanche, vous avez les yeux bleus. Tout ça, ce sont des étiquettes qui vous caractérisent ou qui vous donnent un type particulier. Mais ce que vous êtes foncièrement sera toujours plus que ça. Parce que quelque part, il y a une vie secrète, hein, pour le dire. Et vous citez Oui. cette phrase de Kertész, j'ai toujours eu une vie secrète qui était toujours ma vraie vie. Votre vie secrète, Paul Audy, arrivez-vous à l'identifier ou est-ce qu'elle est secrète à vos propres yeux? Elle est certainement secrète à mes propres yeux et sera secrète aux yeux de quiconque jusqu'à la fin, parce que cette vie, si vous voulez, c'est la réserve dans laquelle on va puiser pour constamment chercher à devenir autre que ce que l'on est. Mmh. Et donc, on a en quelque sorte cette réserve qui est un puits, qui est une corne d'abondance, pour peu qu'on la reconnaisse, mais dès lors qu'on la reconnaît, eh ben, on se rend compte que la vie extérieure, la vie sociale, ce qu'on montre de soi, n'est pas tout à fait ajusté à ce qu'on est au fond de soi-même. L'identité, on y revient. Vous dites qu'il y a quelque chose de visqueux dans l'identité. Oui, ça vous colle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Oui, ça vous colle dessus. Aussi bien Oui, on a la première que la nouvelle. Voilà, toutes. Hein? Tout. À chaque fois que l'on... Mais quand vous dites ça vous colle, ça veut dire que c'est quelque chose de négatif? C'est-à-dire que ça peut être positif quand on en a besoin, comme un levier, par exemple, de revendication, revendication de droit, comme on le voit aujourd'hui dans notre société. Il suffit de brandir ces caractéristiques identitaires pour pouvoir revendiquer un droit que l'on n'a pas encore acquis. Mais ça peut être aussi autre chose et ça peut être pesant. Et alors, on a du mal à se la retirer, cette étiquette. Et quelle étiquette vous avez du mal à vous retirer? L'étiquette libanaise ou l'étiquette française? Toute étiquette, quelle qu'elle soit. Ouais. Et je vous dirais ça même... fait mal quelque part? Oui. Hein? Ça fait souffrir? C'est pas que ça fait mal, c'est que c'est réducteur. Ouais. C'est que c'est forcément parce que vous êtes ouvert sur le monde. Hein? J'aimerais être constamment dans une sorte de transformation de moi-même, d'enrichissement. Je ne veux pas être celui que j'ai été. Je ne sais pas ce que je deviendrai, mais j'accorde une sorte de prime à l'inconnu. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ça me permet de me lever le matin et d'aborder l'avenir avec espérance. La prime à l'inconnu, justement, le cinéma occupe chez vous une grande place, en tout cas dans votre univers et dans vos raisonnements. Qu'est-ce que cet art nous apprend d'identité, Paul Audy, le cinéma? Alors, bon, ça c'est une très grande question que vous posez, très vaste sur le cinéma en général. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre... Parce que vous citez, voilà. Il y a des... Alors, je vais vous répondre à travers un seul exemple. Vous citez deux ou trois voilà. films. Voilà. Je cite quelques films qui en quelque sorte... La planète des singes, par exemple. Oui, c'est ça, la planète des singes. Vous voulez qu'on parle de la planète des singes? Vous parlez de ce que Non, vous mais voulez. j'aimerais parler d'un autre film. C'est Monsieur Klein. Vous parlez de Monsieur Klein et d'Alain Delon. Voilà. Alors, Monsieur Klein est un film très important pour moi. Je crois que c'est un des très, 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 très grands films que j'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Parce qu'on va voir à la fin de cette émission que vous êtes aussi très attaché au judaïsme, à la judaïté. Voilà. Et donc, Monsieur Klein. Et ce qui m'intéresse avec Monsieur Klein, pour répondre précisément à votre question, c'est que toute l'intrigue, l'histoire de Monsieur Klein, qui est l'histoire quand même d'un homme qui est pris pour un autre et qui a peur d'être pris pour un autre parce que il pense ne pas être juif, mais il y a un autre Robert Klein qui est juif et qui est traqué, et donc il sait très très bien que sous l'occupation, ça va très mal finir. Eh bien, justement, ce qui est intéressant dans ce film, et ce que ce film démontre, c'est l'incapacité qu'un être humain a à prouver son identité. Prouver son identité est une chose quasiment impossible. Parce que quand on entre dans... Prouver ou définir? Non, prouver. Oui. Prouver, mais justement. Oui. Alors, il ne lui reste plus qu'à la définir comme il l'entend.
Et justement, ce qu'il y a d'admirable dans le film, c'est que ce personnage qui ne voulait pas entendre parler d'une accointance juive dans sa vie finira par rejoindre les déportés à Drancy pour finir assassiné à Auschwitz. Et là, si vous voulez, tout le parcours du film est un parcours à l'intérieur de la tête de Robert Klein, joué par Alain Delon, qui... dont vous dites beaucoup de bien d'Alain Delon. Énormément de bien. Je suis un très grand amateur d'Alain Delon. Je trouve que c'est un acteur prodigieux parce que ce n'est pas un acteur au sens simplement de la composition des rôles, si vous voulez. C'est d'abord une incarnation. Et j'ai vu chez lui très tôt l'incarnation de ce que me paraissait être la France. C'est-à-dire une sorte de contradiction que l'on ne veut pas lever entre le voyou qui est d'une loyauté absolue vis-à-vis de tout ce qu'il aime, et puis une sorte d'élégance et de raffinement qui surprend justement quand on voit que derrière il y a quelque chose d'obscur et de pulsionnel. Notamment dans Monsieur Klein. Alors justement, dans Monsieur Klein, ces contradictoires sont totalement incarnés dans un même homme, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Klein est l'histoire d'un homme qui, face à ces contradictions, prend des décisions qui l'amènent à devenir lui-même. Lui-même est peut-être quelque part français, et vous définissez comme un Français d'affirmation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que, comme je ne le suis pas d'extraction, je le suis, je dirais, de fait et de droit, mais je le suis dans l'affirmation de moi-même. Lorsqu'on me demande ce que je suis, je dis spontanément, je suis français. Mais cette affirmation, si vous voulez, elle se double d'une revendication. Qui est une certaine manière d'être, de vivre, de sentir, d'imaginer, de comprendre, qui me rattache à tout un univers imaginaire et culturel dans lequel je me sens plutôt chez moi. Imaginaire et culturel. Oui. Vous êtes un homme de culture, vous êtes philosophe, vous êtes ancien élève d'école normale supérieure. Vous parlez de la fonction consolatoire de la philosophie. De quoi console-t-elle et comment ? Et puis c'est quoi d'ailleurs être un philosophe, Paul Ledy ? Alors être un philosophe, c'est vouloir en découdre avec l'absence de sens. C'est essayer de dégager un sens là où on estime qu'il n'est pas suffisamment dégagé, ou qu'il est en quelque sorte mal entendu, ou qu'il fait l'objet de fausses interrogations. Le philosophe est le gardien vigilant du sens. Mais c'est un sens qu'il ne fait pas seulement que découvrir, il doit aussi le créer, il doit le susciter, il doit le faire émerger à partir de quelque chose qui n'existe pas. Il bute contre un certain néant de sens, et c'est à partir de là qu'il essaye de faire parler le monde. Je dirais que c'est ça. Alors que le poète, il cherche peut-être à faire chanter le monde. Mais le philosophe, il cherche à faire parler le monde. Et puisqu'on parle de philosophie, comment un texte parfois venu de l'Antiquité peut-il encore éclairer nos problématiques contemporaines ? Comment se fait-il, par exemple, que des penseurs qui ont vécu dans l'Antiquité, à la Renaissance, sous Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Napoléon, ou au temps des locomotives à vapeur, puissent encore nous dire quelque chose de pertinent sur notre société ? Ces textes diront quelque chose de pertinent sur la société à condition qu'on les fasse parler. Donc l'œuvre d'interprétation est extrêmement importante. Qu'on les explique et qu'on les lise. Qu'on les lise, mais qu'on les interprète aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut aussi à la fois les contextualiser, mais il faut aussi me les déporter jusqu'à nous.
en les déportant jusqu'à nous, on s'aperçoit de leur richesse et de la manière qu'ils ont de nous dire quelque chose sur ce qui nous concerne aujourd'hui. On peut lire un texte de Platon comme ça. Je vous donne un exemple très simple. Platon se méfie de la politique parce qu'elle repose à ses yeux sur un jeu d'opinion. Bon. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui, puisque nous sommes dans des sociétés d'opinion, où l'opinion maintenant... C'est contemporain. Complètement contemporain. Et donc, voilà une façon de se rapporter à Platon. Et évidemment, ce qu'il appelait, lui, opinion, n'est pas tout à fait ce que nous appelons... C'est pas tout à fait les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Mais néanmoins, nos agoras à nous aujourd'hui, nos places publiques, elles sont évidemment sur Internet. Et la méfiance ou la vigilance d'un Platon nous est d'un grand secours pour essayer d'élaborer nos propres vigilances. Et alors, vous écrivez qu'à la différence de Nathalie Sarraute, Romain Gary ou Eugène Ionesco, vous citez tout un tas d'auteurs, dont eux, vous n'avez pas eu la chance de garder des liens avec le pays où vous avez eu, dites-vous, la malchance de naître. C'est violent, aussi bien pour vous que pour le Liban. C'est violent. C'est plus violent pour moi que pour le Liban, parce que le Liban, je pense que dans ce livre, je suis plutôt très bienveillant, j'essaye de le comprendre, j'essaye d'analyser certains rouages, je pleure ce qu'il est devenu. Voilà, une sorte de formule passée qui n'existe plus. Au contraire, moi je pense que je suis beaucoup plus violent quant à moi-même, et j'explique pourquoi en fait moi je suis violent. Parce que j'ai été habité par une haine de soi tout au long de ma vie. Vous l'écrivez, oui. Oui, enfin, en tout cas, vous posez la question, est-ce que c'est une haine de soi ? Oui, c'est une haine de soi, c'est une forme de non-acceptation de moi, de mon histoire, de mon passé. Tout ça m'a rendu la vie extrêmement difficile. Et je dirais que s'il y a certaines formules violentes dans le livre, elles sont beaucoup plus destinées à moi-même qu'à quelqu'un d'autre. Oui. Oui, mais vous dites quand même, même que le Liban vous fait honte. Honte de ce qu'il est, honte de ce que les Libanais ont fait et continuent à faire de leur pays. Pourquoi cette honte ? Écoutez, la honte est un affect politique très très important. Je le revendique en tant qu'affect politique. Il faut avoir honte pour justement faire honte à ceux qui... Et vous parlez des Libanais, là. Mais oui, j'aimerais faire honte. À ceux qui ont rendu le Liban comme il est. Exactement. Tel qu'il est. Exactement. Et ça, notamment le Hezbollah, on peut dire. Je pense que tous les Libanais qui ont envie finalement de vivre en paix et de vivre libre ont ce sentiment de la nécessité de faire honte à ces dirigeants qui ont quand même crucifié un pays. Donc là, oui. Martyriser un pays. Martyriser un pays. Détruire un pays quelque part. Et vous retournez au Liban régulièrement pour des raisons familiales et professionnelles. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous y êtes au Liban ? Vous y étiez encore il y a quelques jours. Une grande tristesse, un abattement, une envie de ne plus en entendre parler à chaque fois. Et puis en même temps, beaucoup de compassion. Parce qu'il y a de la douleur et que cette douleur, je la ressens. Il y a aussi de la colère, si vous voulez, de la colère de voir que les choses n'avancent pas, que l'on continue avec les mêmes mafias, que l'on continue avec les mêmes manigances, avec cette confiscation, en fait, de la citoyenneté au profit de quelques bandits, de quelques clans, de quelques bandits qui tirent leur épingle du jeu tout en faisant plonger une société tout entière. Et ça ne va pas. Et vous écrivez, je vous cite, les événements tous malheureux, tous douloureux, qui ont émaillé l'histoire contemporaine du Liban ont eu sur vous, comme une fonction d'éveil.
Oui, d'abord, ça m'a éveillé à ma conscience politique. Ça m'a fait aussi me poser des questions quant à la passivité d'une société entière face à ce qui lui arrive. Ça m'a aussi permis de hiérarchiser mes propres valeurs, celles auxquelles je suis attaché. Tout ça, si vous voulez, fait naître dans la conscience d'un adolescent d'abord et d'un jeune homme ensuite, quelque chose qu'il gardera comme un viatique tout au long de sa vie. Et vous avez aussi cette formule, ce n'est pas que j'ai pris la libanité de haut, j'en ai jamais eu besoin, j'ai simplement été conduit à placer la francité au-dessus d'elle. Est-ce que Oui. libanité et francité sont incompatibles? Elles ne sont certainement pas incompatibles, mais justement, ce que je raconte dans ce livre, c'est l'histoire d'une névrose. Pourquoi, à mes yeux, ces deux-là étaient incompatibles. Je ne dis pas que c'est incompatible, loin de là, mais je dis que dans mon cas et dans mon histoire, et j'explique pourquoi, à un moment donné, j'ai senti qu'il était vital de ne pas les mêler, de ne pas les additionner. Même si elles sont toutes les deux en vous. Même si elles sont toutes les deux en moi, et qu'il me fallait trouver une sorte de modus vivendi avec mes propres appartenances. Il fallait faire avec. Et ça m'a pris énormément de temps. Et je dois dire que 50 ans. Oui, ça m'a pris 50 ans et je dois dire que la philosophie a joué un rôle très important dans le dénouage des nœuds, si vous voulez. Il y avait tellement de nœuds que j'ai passé mon temps à essayer de les dénouer. Et je peux vous dire une chose, c'est que il se trouve que j'ai écrit beaucoup de livres de philosophie dans ma vie. Je crois que vous avez écrit une trentaine de livres, si je ne me trompe pas. Oui. Et que chacun de ces livres est de manière cryptée, si vous voulez, ou de manière secrète, un dénouage d'un des nœuds qui m'étranglait. Alors, vous évoquez aussi, au-delà du Liban, la Méditerranée, Paul Audy. Oui. Est-ce qu'il y aurait là un espace, une aire culturelle où tout de même vous vous sentiriez quelque part chez vous? Oui, je m'y sens bien. Je m'y sens bien. Vous devez voir à quoi je vais faire allusion. Oui, écoutez, je vais vous répondre très très honnêtement. Je me sens bien dans des villes qui ont un cachet particulier, qui est celui de mélanger des sources orientales et des sources occidentales. Alors, il y en a deux, si vous voulez, essentiellement. Il y a la Grèce, d'abord, qui est un pays où je passe quand même 3 mois par an. C'est un pays extraordinaire sur ce plan-là. Surtout les îles du Dodécanèse, qui sont à l'est, et qui ont un petit parfum d'Orient. Et puis aussi une ville comme Venise, que je chéris. Et qui aussi, si vous voulez, est un mélange tout à fait singulier d'Orient et d'Occident. Et vous citez d'ailleurs le marchand de Venise. L'Orient byzantin. Vous citez le marchand de Venise dans ce livre. Oui. Hein, je le cite comme un tableau absolument saisissant de la réalité de la société libanaise d'aujourd'hui. Et vous faites aussi allusion à Israël dans ce livre. Oui. Vous pointez, je vous cite, cet anti-judaïsme qui ne désarme pas au Liban, qui est de tradition chez les musulmans comme chez les chrétiens, et qui a été revitalisé avec la création de l'État d'Israël et sous couvert de la lutte contre un sionisme, le tout accentué, dites-vous, par la jalousie morbide que ce pays flambant neuf suscite depuis qu'il est né dans l'âme de ses voisins. Et alors, il y a tout un passage, enfin, il y a de nombreuses pages consacrées à Israël et au judaïsme. Enfin, Israël, non, mais le judaïsme. Mais ensuite, vous parlez du judaïsme. Ouais. Et quand j'ai lu ça, je me dis quelque part, c'est une déclaration d'amour à Israël. Ce que vous dites d'Israël. Écoutez, c'est une déclaration d'amour au peuple juif, ça c'est certain. Malheureusement,
Je n'ai jamais été en Israël. Et vous rêvez d'aller en Israël? Oui, j'aimerais beaucoup aller en Israël. Et pourquoi jusqu'à présent vous n'y êtes pas allé? Parce que si j'y allais, j'aurais des ennuis et certainement ma femme aurait des ennuis. Donc j'ai pas envie. Oui, qui travaille au Liban. Qui travaille au Liban. Oui, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est quand même désolant, quoi. Quand même désolant. Enfin, maintenant que le Liban a fait une pseudo-paix avec Israël. Une reconnaissance quelque part de frontière. Oui, évidemment. Maintenant, c'est une évidence. L'hypocrisie est tombée. J'espère que dans les prochaines années, on va gentiment s'acheminer vers une reconnaissance mutuelle, un traité de paix et même de grosses bises. Et alors, au passage, vous expliquez aussi que du fait de l'hostilité vive, et je vous cite, et constante des Arabes envers Israël, la présence, et c'est un passage très émouvant, très émouvant. La présence de Juifs au Liban s'est réduite comme peau de chagrin en 3 décennies, au rythme des attaques que les familles juives subissaient, au point, et je cite ce passage du livre, que ces familles implantées depuis longtemps sur ce sol, venues pour la plupart de Syrie et d'Irak, d'Alep, de Bassora ou de Mossoul, il n'y a plus aujourd'hui. Et vous parlez d'une longue histoire cruelle, douloureuse, d'une injustice vertigineuse. Ça vous fait mal? C'est une des choses qui a été pour moi peut-être la plus choquante lorsque je suis revenu après 25 ans où je n'avais pas mis les pieds au Liban, où je suis revenu dans ce pays. J'y suis revenu pour de courts séjours, mais enfin, c'est la première chose à laquelle j'ai été confronté. Et c'est une sorte de... C'est absolument désastreux. Alors, est-ce que vous aviez des amis juifs quand vous étiez enfant à Beyrouth? Je n'ai pas ce souvenir, mais comme je n'en ai plus aucun... Mais vous aviez vu des synagogues. Il y avait des synagogues. Alors, il y avait un quartier juif très important dans Beyrouth, dans lequel aujourd'hui il y a une grande synagogue qui a été restaurée récemment, mais qui n'a jamais été consacrée parce qu'il n'y a pas de rabbin. J'avais même envie de faire venir un rabbin pour faire vivre au moins un jour cette synagogue, parce qu'il reste au Liban une centaine de juifs aujourd'hui. Ce sont des juifs qui sont très discrets, qui portent sur eux le poids d'une histoire accablante. De la peur ? De la peur, de l'embarras, quelque chose qui fait que, voilà, bon, ils sont là, ils sont restés parce qu'ils sont attachés à cette terre. D'ailleurs, toutes les familles juives qui sont parties, mettons, entre 48 et 1980, puisque c'est la dernière... 82, si vous voulez, voilà, c'est la période où progressivement les 30 000 juifs qui étaient au Liban sont partis. 30 000, hein. 30 000, ils sont partis aux 4 coins du monde. Et il y a un très beau film sur les Juifs du Liban qui va à leur rencontre et qui montre à quel point ils restent attachés à ce pays, à cette terre. Mais comme vous. À des traditions. Ou comme les Arméniens. Écoutez, moi, je ne suis pas sûr d'être attaché à la terre. Je suis attaché à la nourriture. J'aime beaucoup la nourriture. Elle est importante pour moi, mais à part ça... Les odeurs. Même pas. Et alors, je vous cite encore, parce que ces phrases sont vraiment émouvantes. Je reçois, écrivez-vous, chaque fois en plein cœur, les attaques antisémites, mais aussi, en dépit des critiques qu'il m'arrive d'émettre par ailleurs, toutes les diatribes anti-israéliennes qui ne cessent d'éclater comme des obus, aussi bien dans les pays arabo-musulmans que dans de nombreux autres pays. Dans la France, où l'antisémitisme semble bien revenir en force, en ne se préoccupant même plus de porter le masque de l'antisionisme. Et vous continuez, tout cela, je le reçois comme un affront me visant moi, personnellement et en particulier, comme si l'on avait après ma chair et mes os, et que ces cris familiers se dépliaient dans ma gorge, comme si ces âmes ancestrales sanglotaient dans ma voix. C'est cela aussi, quelque part, qui vous a conduit à avoir honte du Liban ? Je ne sais pas ce qui m'habite. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui vient de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, en fait, que le jour de ma naissance. Il y a quelque chose qui me
fait sentir que c'est une attaque qui me vise personnellement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'attaque contre les Juifs, hein. Ouais. Et contre Israël quelque part aussi. Oui, enfin, Israël est souvent le masque d'un antisémitisme absolument virulent. Alors voilà, on se cache derrière des considérations politiques, mais enfin, on sait très bien que très souvent, il y a derrière un pur antisémitisme traditionnel, quoi. Et vous parlez du Liban d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais en ce qui me concerne, c'est une grande énigme, si vous voulez. J'arrive pas à savoir. Alors, je pense peut-être que j'ai des origines juives. J'ai même essayé de travailler à la question. Et alors ? Il y a une petite énigme. C'est vrai, il y a une petite énigme. Il y a une petite énigme. Et alors, une petite énigme. Bon, mais je ne vais pas en parler à la radio là. Si, mais vous pouvez en parler. Ouais, mais enfin bon, mais c'est au-delà de ça. Il y a quelque chose que je ne supporte pas. Bon. Dans l'antisémitisme, dans l'attaque contre les Juifs, et parce que vous êtes ouvert sur le monde, et dans l'attaque contre tout. Pas seulement contre les Juifs. Ouais. Il y a quelque chose qui tient à moi. Alors, qui tient à vous, et alors, il y a ce passage encore émouvant sur votre rapport au judaïsme, partant du cas, on va dire, Gary, vous qualifiez de juif de position. Oui, alors c'est un concept que j'ai essayé d'élaborer un peu dans ce livre de manière pas trop philosophique, au contraire incarnée. Écoutez, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la judéité, c'est une curieuse identité. C'est l'identité de la non-identité, si vous voulez. C'est quelque chose qui est définitif, évidemment, on est définitivement juif, mais on ne l'est jamais complètement. Il y a toujours quelque chose à faire pour l'être complètement. Et ce qui est à faire pour l'être complètement est infini. Si bien que il y a une sorte d'écart et d'incomplétude à l'intérieur de l'identité juive. Et je mets identité juive entre guillemets, évidemment, parce que les identités, elles sont totales. Elles sont complètes, elles ne sont jamais incomplètes. Vous dites la judéité est tout autre chose qu'une simple identité. Voilà, ce n'est pas une simple identité. D'abord, l'identité a affaire à deux dimensions. La dimension imaginaire, là où l'on se projette dans un moi idéal, si vous voulez. Donc moi, je me suis projeté, par exemple, dans le français. Bon. Et puis, il y a une autre dimension qui est la dimension symbolique, celle de l'idéal du moi. Là. Alors là, je me suis aussi identifié à une certaine idée de la France. Vous voyez ? Donc, il y a le symbolique et l'imaginaire. L'imaginaire, et puis il y a aussi... Mais dans le cas de la judéité, il y a quelque chose qui ne participe ni de l'un ni de l'autre, mais du réel. Du réel. Et du réel, d'ailleurs, vous citez vos amis juifs, hein, oui. Et vous dites, c'était la judaïté même de mes amis qui m'aidait à vivre. Oui, parce qu'elles m'ont permis de négocier quelque chose avec moi-même en les regardant, eux, vivre leur judéité. C'est-à-dire que la manière dont eux se vivaient en tant que juifs, dans une sorte de jeu à la fois d'humour, d'ironie, de distance et d'adhésion, tout ça mêlé, quelque chose qui m'a appris comment négocier avec mon problème. Et vous dites à m'aider, tout au moins à me débarrasser de cette haine de soi qui m'empoisonne l'existence depuis si longtemps. Oui. Je comptais inconsciemment sur leur manière à eux de se rapporter à leurs origines. Oui. Hein ? Oui. Et est-ce que ça veut dire que le judaïsme échapperait à la malédiction d'identité, ou alors est-ce que ce serait quelque part un trouble d'identité ? Non, c'est une manière de faire avec une identité, puisque de toute façon, on ne peut pas ne pas en avoir une. Mais c'est une manière extrêmement singulière qui fait que, d'ailleurs, si vous posez la question, et si moi je vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est pour vous être juif ? Ah, vous posez la question dans le site, mais vous citez Gary. C'est quoi être juif ? Mais je suis sûr à l'avance que votre réponse ne sera pas celle de votre voisin. Et on peut vous dire, je ne sais pas. Hein ? On peut le dire aussi. Voilà. On peut le dire aussi. Et vous, quelque part, vous êtes juif ?
Vous sentez juif quelque part? De position. De position. Oui, c'est-à-dire que j'ai, par rapport à mes identités, la même position que les juifs ont par rapport à la leur. C'est une analogie de position. Et puis aussi, il y a dans l'expression juive de position, il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on a appelé longtemps le juif de négation. C'est-à-dire le juif qui ne veut pas l'être et qui ne se reconnaît pas tel. Et ça, mais les autres le reconnaissent. Oui, mais les autres le reconnaissent et lui, il trouve ça insupportable. Mais non, je suis un juif d'opposition au sens où je ne le suis pas de confession, je ne le suis pas de tradition, je ne le suis pas de filiation, quoique, un jour on verra, mais je le suis d'opposition au sens où j'ai en moi la même capacité aujourd'hui à me rapporter à mes identités que les juifs ont de toujours, de se rapporter à leur identité. Ça veut dire que le judaïsme échappe quelque part à la malédiction de l'identité? Alors, c'est parce qu'elle échappe, si vous voulez, de droit, qu'on les ramène toujours à leur identité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'acte le plus violent qui soit, qui est de ramener un juif à une identité complète alors qu'il sait très bien qu'elle est foncièrement incomplète. Dernière question et conclusion de cette émission, Paul Audy. Est-ce qu'on peut dire que les valeurs de la République et l'universalisme républicain, puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, apportent une réponse à l'obsession identitaire? Je le crois très, très, très profondément. Et malheureusement, je vois que notre époque est engagée sur un chemin qui dit tout le contraire. Mais l'universalisme républicain est quelque chose, d'ailleurs, qui se rattache très, très fort à l'universalisme français. Et lorsque j'ai eu à décider de ce qui incarnait le mieux la France à mes yeux, est-ce que c'est l'universel ou c'est la liberté, j'ai tout de même choisi la liberté, parce que l'universel n'est pas spécifiquement français, mais la liberté, il y a quelque chose qui, dans cette passion maniaque pour elle, qui caractérise très singulièrement ce pays. Alors avant de conclure, Paul Audy, je rappelle que votre livre Troublante Identité, ce merveilleux livre est publié chez Stock. Merci Paul Audy d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée, bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.